un sujet qui est à la limite de la saturation par les temps qui courent au Québec, mais ce n'est pas parce qu'on en parle, et qu'on en parle beaucoup, qu'on a réglé et qu'on a relevé tous les défis qui y sont associés. Alors, merci d'être là et d'y croire. Je tiens également à présenter mes excuses au nom des organisateurs pour le retard qui a été pris ce matin, en particulier auprès de nos invités qui sont arrivés hier soir, qui sont sous l'effet du décalage horaire et qui ont eu la délicatesse d'être là à l'heure ce matin. Alors, merci à vous et bienvenue. Avant de donner la parole à nos conférenciers, je vais inviter nos dignitaires donc à prendre la parole. Je vais commencer par Monsieur Habib Nadir, que je vais inviter, qui est à ma gauche. Je vous présenterai tout le monde tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, Habib Nadir, qui est à ma gauche, a prononcé quelques mots d'ouverture et on le reverra. Et je l'invite à revenir ici pour une petite présentation de 10 minutes tout à l'heure au panel. Alors, Monsieur Habib Nadir est secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Marocains résidant à l'étranger et affaires de la migration. Bonjour. Vous avez un micro. Vous avez un micro. Oui. Ah, il peut aller là. Allez. Allez-y. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bonjour. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin dans ce lieu de partage, motivé par la dynamique que connaît actuellement ce centre culturel intitulé Dar al-Maghrib, grâce au dévouement d'une équipe restreinte, mais une équipe dévouée et professionnelle. Je tiens à leur rendre hommage aujourd'hui devant vous. Le centre Dar al-Maghrib est le premier de son genre aujourd'hui ouvert dans un pays étranger, et nous avons commencé par Montréal pour faire un clin d'œil symbolique à ce pays ouvert, pluriel, multiculturel, accueillant, et il n'y a pas meilleure coïncidence que d'arriver et de faire cette conférence en parallèle à l'anniversaire, le 375e anniversaire de la ville de Montréal. J'ai par hasard écouté des discours de lancement de ces festivités, le discours du maire de Montréal, du Premier ministre du Québec, du Premier ministre, de la première ministre du Canada. C'était des discours, mais vraiment porteurs de messages, de vivre ensemble et d'acceptation et d'ouverture à l'autre qui caractérise ce pays qui est le Canada. Je disais que c'est le premier centre de son genre. Nous avons l'intention d'ouvrir d'autres centres dans d'autres capitales un peu partout dans le monde. À Amsterdam, il est quasiment prêt, à Paris, à Bruxelles, à Washington. Et l'expérience de Dar al-Maghrib de Montréal, nous la surveillons avec beaucoup d'attention parce que nous voulons en faire un cas pilote à expérimenter et à dupliquer dans les autres capitales. Nous voulons également faire de centre un centre à vocation plus ouverte, qui ne soit pas confiné à la culture marocaine, mais un centre plus ouvert sur les autres cultures, notamment sur les cultures africaines. Et vous l'avez certainement constaté que beaucoup d'actions touchent aux cultures africaines, et ça en symbiose avec la politique marocaine initiée par Sa Majesté le Roi, politique d'ouverture sur l'Afrique. Et à la même occasion, pour votre information, le Maroc a été appelé à coordonner le dossier migration au niveau de l'Union africaine, auquel le Maroc s'est joint dernièrement. Nous avons 5 millions de Marocains résidant à l'étranger, et notre principale préoccupation
puisqu'il s'agit de Marocains qui sont très attachés à leur pays d'origine, à leur culture d'origine. Notre première préoccupation, c'est la préservation de cette identité culturelle de nos Marocains résidant à l'étranger. Et un centre culturel comme celui-là est un outil performant pour travailler sur cette préservation de l'identité culturelle, mais également s'ouvrir sur les autres cultures et partager notre culture avec les autres pays. Voilà, donc je reviendrai tout à l'heure sur notre politique migratoire et la dimension culturelle dans cette politique migratoire du Maroc. Donc je vous remercie d'être là et je sais qu'on est en concurrence avec d'autres activités dans les alentours et ils ont l'avantage d'être au soleil par rapport à nous. Donc merci d'être là et dans quelques minutes. J'inviterai maintenant Madame Marie-Hélène Vadius, qui est présidente du Conseil interculturel de la ville de Montréal, à venir nous adresser quelques mots. Madame Vadius. Monsieur El Habib Nadir, Monsieur Jafar Debra, bonjour, distingués invités. Avec la mondialisation, nous sommes tous interdépendants. La mondialisation ne se limite pas à la libre circulation transfrontalière des biens, des services et des capitaux. Elle accélère la circulation des idées. Cette citation est tirée du livre de Joseph Eugène Stiglitz, « Quand le capitalisme perd la tête ». C'est pour fructifier cet échange d'idées, favoriser le partage de meilleures pratiques en matière de gestion de la diversité que nous sommes tous et toutes réunis ce matin. En septembre 2015, la photo du petit Elian, mort sur une plage turque, nous ramenait à la réalité des familles qui, au péril de leur vie, essayaient chaque jour de traverser la Méditerranée pour fuir les atrocités de la guerre. Les enjeux liés à la traversée de la Méditerranée ont évolué. On ne parle plus uniquement d'immigrants venus de l'Afrique subsaharienne, on compte aussi maintenant des Syriens, des Irakiens ou des Turcs. Au-delà des enjeux économiques, les raisons liées à l'immigration sont maintenant des enjeux de paix ou de changement climatique. À ce titre, pour y faire face, nous avons le devoir de favoriser des plateformes d'échange à travers le monde comme celle-ci. Ceci dans un premier temps pour sensibiliser les uns et les autres sur l'effectivité de notre interdépendance, mais aussi pour perpétuer la culture du dialogue mutuel qui est le fondement du vivre ensemble harmonieux. Notre séminaire de ce jour, qui jette un regard croisé sur l'expérience du Maroc, du Québec et du Canada, révèle assez bien les rôles centraux que les deux pays jouent dans l'expérience mondiale en matière d'immigration et de gestion de la diversité. La face cachée de la traversée de la Méditerranée, ce sont les nombreux immigrants qui ne traversent pas la mer faute de moyens financiers ou qui y renoncent tout simplement. Ils s'installent pour la plupart au Maroc. Ils viennent des pays de l'Afrique subsaharienne, de la Libye, mais aussi de plus en plus du Moyen-Orient. Le Maroc est aussi reconnu pour la qualité de sa formation universitaire et militaire. Il accueille donc chaque année plusieurs milliers d'étudiants internationaux. La population marocaine se compose principalement de Berbères, d'Arabes, de Maurisques originaires d'Andalous, de Juifs, de Noirs. Le Maroc est une société multiethnique qui doit faire face aux nouvelles réalités liées à l'immigration. Ces réalités sont la sécurité, l'intégration socio-culturelle, l'intégration en emploi, la justice sociale, le racisme, l'antisémitisme ou encore l'homophobie. Des réalités auxquelles sont confrontés autant Montréal que Casablanca. Montréal, métropole du Québec et première ville universitaire francophone au monde, est reconnue pour sa qualité de vie et son attrait cosmopolite. Elle accueille chaque année 80% de la population immigrante du Québec. Au Québec, le vivre ensemble et la gestion de la diversité est une démarche concertée. Nous accordons une priorité au dialogue mutuel pour faire face aux enjeux liés au choix de bâtir une société fière de sa diversité. Avec la Ville de Montréal, le Conseil interculturel, en collaboration avec plusieurs partenaires, contribue chaque jour à animer cette réflexion et à identifier des mesures cohérentes pour mettre en place notre vision collective. Ce conseil est formé de 15 membres issus de la société civile. À ce titre, depuis sa création, le Conseil interculturel a abordé plusieurs enjeux, tels que la discrimination raciale, l'accès à l'emploi, l'octroi des lieux de culte ou encore l'impact des médias sur l'opinion publique.
En résumé, pour nous, la meilleure façon de promouvoir le vivre ensemble, c'est de faire la promotion du dialogue mutuel entre les différentes composantes de la société. Félicitations au Centre culturel pour cette initiative. Merci à l'ensemble des partenaires ici pour leur implication. Puis je vous souhaite un bon séminaire, une bonne journée. Merci. Merci Madame Vadius de nous rappeler que même si ce n'est pas une panacée, le dialogue interculturel est quand même le premier pas vers le vivre ensemble et la construction d'une nouvelle éthique du vivre ensemble. J'inviterai à présent Monsieur Jafar Debbar, qui est directeur général de Dar el-Maghrib, de la Maison du Maroc, à vous adresser quelques mots. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Monsieur le secrétaire général du ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Madame la présidente du Conseil interculturel de Montréal, Monsieur le président de l'association Racine, Monsieur Barhoun, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués assistants. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au Centre culturel marocain Dar el-Maghrib à l'occasion de ce séminaire sur le thème Enjeux, migration, diversité et défis de l'intégration, une rencontre que nous organisons en partenariat avec le Conseil interculturel de Montréal et l'association Racine. Nous participons ainsi à la célébration de la Journée internationale de la diversité, un terme qui n'est pas un vain mot dans notre établissement ici au Centre culturel marocain. C'est même le maître mot de notre stratégie qui repose sur l'ouverture et la pluralité. Ouverture sur notre environnement et pluralité à tous les niveaux de notre plan d'action. Pluralité de nos programmes, pluralité dans nos missions et nos objectifs, dont le rapprochement des cultures et la cohésion sociale constituent les deux pendants de la pierre angulaire de notre stratégie. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, nous nous inscrivons tout à fait dans la diversité et les valeurs de dialogue, de respect, de différence et d'inclusion qu'elle véhicule. Depuis sa réouverture, le Centre culturel marocain Dar el-Maghrib n'a cessé d'œuvrer dans ce sens, se positionnant comme le centre culturel de tous et ouvert sur toutes les composantes que réunit notre pays d'accueil ici au Centre culturel marocain. Votre centre culturel se veut en effet un carrefour où se croisent différentes cultures à l'image de notre pays, le Maroc, où la diversité culturelle, mesdames et messieurs, n'est pas chose nouvelle. Traversé depuis l'aube des temps par plusieurs influences culturelles, le royaume consacre dans sa constitution la diversité culturelle et entend préserver son identité nationale une et indivisible. Aujourd'hui, face au phénomène grandissant des flux des immigrés venant des pays subsahariens, le Maroc a initié une véritable refonte de sa politique d'immigration axée sur une approche globale et humaniste. Une démarche accompagnée de plusieurs mesures en faveur de l'intégration des migrants au sein de la société marocaine pour un mieux vivre ensemble. Ici, au Centre culturel marocain, à l'instar de cette ouverture renforcée et de cet engagement social du Royaume du Maroc dans une démarche participative de toutes les composantes de la société, nous continuerons à nous enraciner dans la diversité car elle est source de richesse sociale et économique pour vivre ensemble et réussir ensemble. Et avant de terminer, permettez-moi de remercier un haut responsable ici, présent avec nous, qui m'a vraiment aidé, qui m'a vraiment soutenu, qui a vraiment apporté son soutien indéniable pour que le Centre
culturel marocain accomplisse ses missions. Je voudrais bien remercier ici présent le secrétaire général, M. Habib Nadir, que je vous demande, si vous le permettez, d'applaudir fortement. Je voudrais également remercier tous les conférenciers qui ont répondu à notre invitation du Centre culturel et de ses partenaires, le Conseil interculturel de Montréal et l'association Racine, les conférenciers qui sont venus du Maroc spécialement pour donner cette conférence, et aussi nos conférenciers ici résidant à Montréal. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à notre invitation, et c'est un plaisir et c'est un honneur pour nous ici au Centre culturel de vous accueillir parmi nous. Je voudrais également remercier mes deux partenaires pour leur contribution effective à l'organisation de cet événement. Je cite Madame Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal, et à travers elle, je remercie également Monsieur le maire, parce que le Conseil interculturel de Montréal, comme vous le savez, il opère sous la tutelle de Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Vadios. Et je remercie également Monsieur Barhoun, qui est président de l'association Racine, qui va vous parler à la fin de cette... c'est la dernière conférence, il va vous parler de son expérience dans le domaine de l'intégration sociale des immigrés et les difficultés auxquelles il est confronté et qui sont énormes. Donc je vous remercie, je vous souhaite un bon séminaire et merci beaucoup de votre attention. J'ai oublié, c'est une omission, je m'excuse, de remercier aussi notre adorable modératrice, Madame Rachida Azdouz, qui a répondu à mon invitation sans aucune hésitation. Rachida Azdouz, c'est une professeure universitaire en psychologie et relations interculturelles. Elle est chroniqueuse à la télévision RDI. Merci beaucoup, Rachida. Merci, Monsieur Debar, de nous recevoir à Dar el Maghrib. Eh bien, avant de donner la parole à nos panélistes, ils sont 6, même si il y en a un qui n'est pas parmi nous, il manque une chaise. Donc, on va s'organiser tout à l'heure. Où je resterai debout, ce sera une occasion pour moi d'être très grande. Donc, quelques mots sur le déroulement et les modalités de fonctionnement de ce séminaire. Chacun des panélistes prendra la parole pour une dizaine de minutes. Je sais que c'est peu, ils ont beaucoup à dire, mais il y aura un échange ensuite avec la salle. Je présume que vous êtes là aussi pour ça, pour un échange avec chacun de ces panélistes. Donc 10 minutes chacun, dans l'ordre suivant. Nous allons d'abord donner la parole à nos invités du Maroc pour ce regard croisé. Et dans un deuxième temps, à nos invités québécois et canadiens. Après donc, les présentations, nous aurons un échange d'à peu près une trentaine de minutes et je vous donnerai les consignes pour l'échange après les panélistes. On va fonctionner dans l'ordre suivant. Donc, la parole d'abord sera accordée à Monsieur Habib Nadir, qui pourra s'adresser à nous confortablement assis sur sa chaise ou au lutrin. Vous êtes plus confortable là-bas, d'accord. C'est un réflexe de pédagogue, je comprends. Dans un deuxième temps, ça sera Dr Zakaria Abou Dahab, professeur universitaire, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat, Maroc. Bonjour et marhaba, bienvenue. Dr Jamal Baïda, qui est professeur universitaire et directeur des archives du Maroc. Bonjour, Monsieur Baïda. La deuxième partie du panel, dans l'ordre, Monsieur Jacques Gédouab, qui est président de l'Association des études canadiennes et l'Institut canadien sur les identités et la migration et du Congrès Métropolis pour l'immigration. Je n'ai rien oublié. J'arrête là, ça va vous vieillir. Et dans un deuxième temps, ce sera mon collègue Bob White, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal.
Et nous finirons avec une perspective beaucoup plus terrain avec Mohamed Barhoun, président de l'association Racine. Alors, Monsieur Habib Nadir, la parole est à vous. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit signe avant 10 minutes ou vous avez une horloge intérieure? Je peux aussi vous administrer des chocs électriques si vous souhaitez, mais je pense que c'est assez radical. Jouez votre rôle de modératrice. Parfait. Alors j'aurais besoin d'une montre, s'il vous plaît. Quelqu'un pourrait-il me donner une montre que je m'engage à lui remettre? La matraque. Non, je suis un peu kleptomane, mais je ne vole pas les objets de valeur. C'est un cadeau. Juste... Ah d'accord, non, j'en prendrai soin. Merci. Merci, Madame la modératrice. Pour nous, vous n'êtes pas uniquement grande, vous êtes géante par votre professionnalisme et vos compétences. Alors, permettez-moi de survoler, parce qu'en 10 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux. Et j'ai préparé un exposé, rien que pour ne pas partir dans toutes les directions. Donc, je vais essayer de dire l'essentiel sans langue de bois, bien que le démarrage est toujours porteur de langue de bois. Alors, il est évident aujourd'hui qu'un migrant ne voyage pas seul, hein. Il apporte avec lui son patrimoine culturel. Vous avez un exemple aujourd'hui. Il s'est présenté comme patrimoine, pas comme personne, mais comme patrimoine. Donc, il apporte avec lui son patrimoine culturel, sa langue, ses traditions. Et en face, il y a des fois, même souvent, des politiques assimilationnistes qui tendent à enterrer l'identité culturelle des migrants au profit de la société d'accueil. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment promouvoir et gérer l'interculturalité, la multiculturalité comme richesse du pays d'accueil. Le Maroc, comme vous le savez, qui était traditionnellement un pays émetteur de migrants, essentiellement vers l'Europe, et s'est transformé en un pays de transit, et ces dernières années en pays d'accueil, mais il est historiquement sacré comme carrefour des civilisations et des cultures, et ceci depuis plus de 12 siècles. Donc le Maroc, fidèle à son image et sous l'initiative de Sa Majesté le Roi, a lancé donc un processus courageux dans la région. C'est l'un des pays du Sud qui a donc adopté une politique migratoire humaine, responsable, et qui va à l'encontre de la ruée observée par ailleurs vers le protectionnisme. Cette politique vient répondre à des exigences de la nouvelle réalité migratoire du pays en tant que pays d'accueil, et également à ses engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Rapidement, le déclenchement de cette politique a été donné par la présentation d'un rapport qui a été fait par notre Conseil national des droits de l'homme, qui a pointé du doigt en 2013 la situation de vulnérabilité dans laquelle vivent les migrants qui ont choisi de s'installer au Maroc ou qui étaient là sur le sol marocain en attendant de traverser vers l'Europe. Donc il y a eu ce rapport, c'est pour dire la connotation droits de l'homme dans notre politique migratoire. À partir de là, donc le lendemain même, Sa Majesté le Roi a donné ses orientations au gouvernement pour mettre en place une politique migratoire qui a été donc mise en place tout de suite après déclenchement d'une opération exceptionnelle de régularisation des migrants. Il a également, rares sont les pays du Sud qui ont travaillé, qui ont ouvert des opérations de régularisation des migrants sur leur sol. Donc, opération qui a duré une année, qui a permis de régulariser un certain nombre de migrants qui remplissaient un certain nombre de critères, mais qui vraiment étaient tellement flexibles que la majorité des dossiers déposés
ont été acceptées, notamment toutes les femmes ont été régularisées avec leurs enfants, quels que soient les critères, la durée passée sur le sol marocain, etc. Ensuite, travaille essentiellement sur un programme d'intégration, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un document qui permet de circuler librement, mais il faut également travailler sur un changement sociétal et de faire accepter ce migrant, ces enfants, dans tous les programmes d'accès aux services de base que nous avons au Maroc, qui valent ce qu'ils valent. Hein. L'essentiel, le principe de base est de permettre aux migrants régularisés, installés sur le sol marocain, d'avoir les mêmes droits d'accès aux services de base qu'offre le Maroc à ses citoyens. Nous avons entamé fin 2016 une deuxième opération de régularisation qui va donc se prolonger le long toute une année. Donc là également pour donner un autre signal qu'il y a une volonté du Maroc de donner à ces migrants un statut de dignité et vivre sur le sol marocain tranquillement. Nous avons une centaine de nationalités aujourd'hui représentées au Maroc. C'est dire donc la diversité des origines et des cultures que nous avons sur le Maroc. Je vais passer sur un certain nombre d'enjeux, mais je vais demander à Jafar de partager cette présentation avec tous les gens qui nous ont honorés aujourd'hui. Donc je vais essayer de survoler un certain nombre d'éléments. 4 objectifs: gérer les flux migratoires dans le respect des droits de l'homme, parce que nous avons quand même des frontières communes avec un certain nombre de pays, des risques également d'ouverture tout azimut, donc tout pays qui se respecte donc gère ses flux migratoires et ses frontières pour protéger son territoire, mais tout en respectant donc les droits des migrants. Deuxième objectif, c'est mettre en place un cadre institutionnel adapté. Donc il y a eu un ministère dédié à la migration et c'est le ministère qui était chargé des Marocains résidant à l'étranger qui s'est vu confier cette deuxième mission vu son expérience et son expertise sur la question de la migration. Mettre à niveau le cadre réglementaire. Nous avons travaillé immédiatement sur 3 projets de loi. Un projet de loi sur la traite des êtres humains qui est déjà adopté par le circuit d'adoption, donc qui est déjà publié au bulletin officiel, et 2 autres projets de loi, un sur l'asile et un autre sur la migration pour renforcer le cadre réglementaire sur la migration. Et le gros paquet qui est de faciliter l'intégration des immigrés réguliers. Une stratégie donc, qui a été basée, soutenue par 6 principes directeurs: une approche humaniste, une approche globale, une approche droit de l'homme, conformité au droit international, une coopération rénovée et surtout une responsabilité partagée. Voilà un principe qui est défendu par le Maroc parce que pour nous, il est essentiel que les pays émetteurs, les pays de transit et les pays d'accueil et les migrants eux-mêmes assument chacun sa responsabilité pour que tout le processus se déroule dans de bonnes conditions. 11 programmes d'intégration. Éducation et culture, on parle de culture aujourd'hui, c'était le premier programme sur lequel nous avons travaillé. Jeunesse et loisirs, santé, logement, etc. Je passe les détails. 11 programmes qui ont été déclinés en 81 projets et je vais tout à l'heure zoomer sur les projets qui concernent la thématique d'aujourd'hui qui est la diversité culturelle. Quelques avancées qui ont été réalisées. Tous les enfants issus de parents migrants aujourd'hui ont accès à l'école, quel que soit le statut administratif de leurs parents, qu'ils soient régularisés ou pas. Et ça, c'est quelque chose que le Maroc
a permis, dès le départ, avant même qu'on commence à parler de politique migratoire. Aujourd'hui, chaque enfant sur le sol marocain, en âge de scolarité, il a sa place à l'école. Notre école vaut ce qu'elle vaut, encore une fois, mais il a accès à l'école, quel que soit le statut administratif de ses parents. Et ça a été une initiative saluée par la communauté internationale. Les migrants ont accès à notre système de soins au même titre que les Marocains. Il y a un régime d'assistance médicale. Ils ont droit à ce régime d'assistance médicale dans les mêmes conditions que les nationaux. Encore là, un principe qui a été dans notre constitution de 2011, c'est de permettre à tous les citoyens qui se trouvent sur le sol marocain d'accéder dans les mêmes conditions que les nationaux à ces services de base. Les actions de recherche à l'emploi, la formation professionnelle et un certain nombre de programmes qui sont aujourd'hui ouverts aux migrants au même titre que les Marocains. Alors pour ce qui est aspect culturel, oui, je vais vous demander il y a un certain nombre d'actions que je vais juste citer. L'insertion des questions de l'immigration dans le programme de formation des cadres de l'enseignement. Nous avons travaillé avec les enseignants sur la question de la diversité culturelle pour qu'ils l'intègrent dans leurs compétences, si vous voulez, et dans leur programme. L'intégration de la diversité culturelle dans les programmes scolaires. Nous avons travaillé avec nos amis de l'Éducation nationale sur l'intégration de ces aspects dans les cursus scolaires parce que nous sommes convaincus que c'est la base de changement sociétal, c'est de travailler avec les scolaires. L'organisation de sessions de sensibilisation aux questions de l'immigration dans les écoles. Nous avons par exemple organisé un concours qui est devenu maintenant annuel, un concours dans les écoles marocaines sur la question de l'immigration, des concours de dessin ou des concours littéraires. Vous avez ici une photo de lauréats de ces concours. Promotion culturelle des pays d'origine des immigrés, donc il y a un certain nombre de programmes. Et le mois d'avril, la capitale Maroc a célébré un événement, c'était la capitale... donc nous avons célébré les cultures africaines au niveau de la capitale du Maroc pendant un mois où on avait toutes les manifestations culturelles issues d'Afrique, que ce soit des expositions de peinture, des spectacles, des conférences, etc. Autre action, et là j'ai tenu à partager avec vous ces images de bels projets, bel exemple de travail de notre société civile qui a organisé, ça s'est déroulé à Casablanca, un mariage à la marocaine pour des couples issus de l'immigration. Donc ça c'était un bel exemple si vous voulez, de partage et d'intégration. Une autre action, c'est l'intégration des immigrés dans les programmes de soutien à la création culturelle et artistique. Aujourd'hui, si on a des immigrés qui ont des projets de création, donc ils sont accompagnés. Il y a une web radio qui s'appelle Culture Mosaïque, là aussi dédiée, tenue par des migrants africains et qui diffuse donc tout ce qui est activité culturelle ici de l'immigration. L'intégration des immigrés aux programmes et services par les établissements culturels, donc ils ont accès aux conservatoires, aux musées, etc. Ça paraît anodin, mais dans une société en mutation comme le Maroc, il fallait à chaque fois accompagner par de la sensibilisation de nos partenaires, qu'ils soient institutionnels ou de la société civile, pour qu'ils s'ouvrent à ces migrants. Il y a aussi l'apprentissage de la langue et de la culture, des langues et des cultures marocaines au profit des immigrés installés au Maroc. Je terminerai avec une citation de Sa Majesté le roi Mohammed VI qui avait dit dans l'un de ses discours qu'il n'est de choc contre les ignorances. Alors apprenons à nous apprendre, à nous connaître. Quand on connaît l'autre, je crois qu'on l'accepte dans sa diversité et que tout va bien par la suite. Donc apprenons à nous connaître. Quand on connaît l'autre,
quand on va vers lui, quand on s'ouvre à ça, quand on le connaît dans sa diversité, je crois que la cohabitation se passe sans aucun problème. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je n'ai pas débordé. Non, non, ça va, c'est pas ça. Merci beaucoup. J'inviterai à présent le docteur Zakaria Boudahab, qui est vice-doyen à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Rabat au Maroc, de venir nous adresser quelques mots. Vous voulez aller au train? Bon, gagner peut-être quelques secondes. Hein? Voilà. Merci. Je vous inviterai de temps en temps à vous retourner vers moi, de manière à ce que je ne sois pas obligée, de temps en temps, juste pour que... Ne vous inquiétez pas, j'en ai l'habitude. Vous avez l'habitude, j'en suis certaine. C'est un métier qui est ingrat, être modérateur. Absolument. Vous voyez, alors merci d'abord, merci à Dar el-Maghreb de m'avoir convié à prendre part à cette importante manifestation culturelle, qui coïncide en fait avec aussi 375e anniversaire de Montréal, que j'ai visité pour la première fois en octobre 2009, mais là, nous sommes en plein printemps. Ça va? Vous me recevez? Ça va? Oh là là. Merci encore, je suis Zakaria Boudahab, je suis professeur de droit international, en même temps je suis vice-doyen chargé de la recherche. Dans la limite de 10 minutes, dire l'essentiel en peu de temps, c'est délicat. Pourquoi? Parce que M. Nadir, en fait, a pratiquement dit toute la substance de mon intervention qui, en réalité, complète la sienne. J'essaierai donc de ne pas être redondant et aller plutôt vers les choses qu'il n'a pas dites. Ceci dit, internationaliste que je suis, à chaque fois je suis porté vers les problématiques internationales. Et en 3-4 points, je rappellerai essentiellement d'abord ce changement de statut du Maroc. Comme on dit dans le jargon des spécialistes de l'immigration, peut-être par défaut, il est devenu un pays d'accueil. Il était un émetteur, il était un pays de transit, il l'est toujours, et en même temps, il s'est trouvé être la conséquence de politiques drastiques menées par l'Union européenne, notamment avec la mise en place de l'espace dit Schengen, ce qui fait que quand on dit l'immigration, c'est essentiellement elle est subsaharienne, certes, mais nous avons constaté aussi à partir du printemps arabe, entre guillemets, qu'il y a eu aussi des flux en provenance de Syrie, en provenance d'Irak, en provenance de Libye, ce qui fait qu'une situation sociétale est créée. Il est visible d'ailleurs quand on circule à Rabat, Marrakech, à Fès, etc. On voit quand même qu'il y a une présence de personnes de tous bords. C'est en même temps inquiétant puisqu'on se pose des questions. En réalité, quel est leur degré d'intégration dans la vie sociale et si ces personnes ne sont pas exposées à des discriminations de toutes sortes. Certes, le Maroc avait pris des initiatives, il y a des impulsions qui ont été faites ou amorcées. Le roi, Mohamed VI, de par sa culture même, il est très ouvert, c'est un africaniste d'ailleurs. Et M. Nadir a rappelé récemment la réintégration du Maroc dans l'Union africaine. D'ailleurs, il en était membre fondateur en 1963 quand il était l'organisation de l'unité africaine. Alors ça, d'une part, cela est extrêmement important. Ça coïncide avec une campagne de régularisation. Et je crois que le Maroc a pris l'Espagne comme modèle. Il s'est inspiré de l'exemple espagnol qui, ce pays-là, notamment par rapport aux émigrés en provenance de l'Amérique latine, mais aussi de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord, puisque le Maroc, lui aussi, était émetteur, il ne faut pas l'oublier, notamment à partir de la région du Rif. Et donc, ce qui fait le Conseil national des droits de l'homme, qui est une organisation, une institution constitutionnelle, avait en fait proposé un rapport dans lequel il a émis des recommandations. Et ces recommandations ont été adoptées par le cabinet royal. Et les principes qui la fondent, c'est une démarche qui est intégrationniste, qui est inclusive, droit d'homiste, responsable, etc., etc. La deuxième campagne a été lancée, je crois, c'était début janvier 2017, pour répondre à des demandes allant crescendo. Toutefois, il faut rappeler que quand on parle de l'immigration, c'est une problématique qui est transversale. Il est corrélé aux questions liées aux réfugiés, parce que la loi, le projet en fait, qui n'est pas encore adopté, malheureusement avec des retards, et à chaque fois, il y a la société civile, c'est-à-dire les organisations nationales gouvernementales, et en même temps le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui critique ce retard dans l'adoption d'une loi qui normalement devait voir le jour au moins en 2015-2016. Et c'est une loi qui est organisée sous forme d'un triptyque, loi sur l'immigration, la traite des êtres humains et le droit d'asile.
Donc vous voyez, quand même, ce sont des problématiques qui sont transversales, interdépendantes et sensibles politiquement parlant. Vous voyez, pourquoi sensibles? Je cite un exemple que vous connaissez peut-être. Le Maroc, j'allais dire, il est européen, jusqu'à preuve du contraire. En fait, il a des frontières avec l'Espagne et nous avons 2 villes qui sont occupées, qui ne sont autres que Ceuta et Melilla. Et donc, ce qui fait que les subsahariens, notamment, sont tentés de franchir les murs. Notamment quand il est question de parler de Nador à côté de Melilla, à côté de Ceuta. Et la situation du Maroc, elle est parfois délicate parce qu'il faut qu'il réponde un peu à la politique de gestion des flux migratoires impulsés par l'Union européenne. Parfois, on est critiqué d'être le gendarme de l'Europe, etc. Le Maroc dit qu'il est tenu par des engagements internationaux, vous voyez, pour quand même réguler les flux et pour qu'il y ait une coopération renforcée par rapport à cela. Ce qui fait quelques campagnes, parfois, font couler beaucoup d'encre et attirent les critiques des journalistes qui, notamment, interpellent les problématiques des centres de rétention, on appelle les centres de réadmission, pardon. Le Maroc, jusqu'à présent, a refusé de les conclure avec l'Union européenne, malgré les pressions continues exercées par cette intégration. Alors, deuxième point qui me semble extrêmement important, cette dynamique dans laquelle le Maroc se trouve, elle est processuelle, elle est à ses débuts. Il y a encore du chemin à parcourir. En tant que vice-doyen aussi, j'ai toujours, chaque jour, le soin de gérer des dossiers d'étudiants subsahariens, que ce soit de Mali, de Tchad, d'Angola, de Guinée, Bissau et Conakry notamment, du Sénégal, etc. Et parmi ces étudiants, beaucoup choisissent aussi de rester au Maroc. Il y a des expressions culturelles qui peuvent être rappelées ici et qui peuvent être aussi mises en valeur grâce au travail associatif mené par ces étudiants. Elles sont là, mais elles ne sont pas visibles. D'accord? Et donc nous avons gagné aussi, nous gagnerons à ce que le Maroc puisse intégrer ce genre d'activité dans une politique proactive, culturelle, d'intégration, tous azimuts, etc., etc. Alors, le cadre juridique, il se met en place, il est en même temps interne et international, parce que nous avons, et ça il faut le rappeler, le Maroc compte parmi les rares pays, au moins de la région MENA, Middle East and North Africa, avoir ratifié la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui est publiée au bulletin officiel en 2011, ce qui fait que cette loi ne s'adresse pas seulement aux travailleurs migrants formels, si vous voulez, mais aussi ceux qui se trouvent pour une raison ou une autre au Maroc et qui cherchent un travail. Et donc nous sommes tenus par cet engagement à leur étendre le bénéfice de cette convention. Il y a encore des défis à l'avenir, énormes. Quand on parle d'un engagement international, il est interdépendant, il est indivisible. Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants, oui, mais aussi convention sur la lutte contre toutes les formes de discrimination. Discrimination raciale, lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, pacte international sur les droits civils et politiques, etc. Moi, je me pose à chaque fois cette question, en tant que professeur, dans quelle mesure le Maroc est capable d'intégrer toutes ces dimensions dans une vision qui est stratégique, qui est partagée par toutes les parties prenantes, les stakeholders. D'accord? Et chose plus importante aussi, à mon avis, c'est la question de l'appropriation. L'arabia at-tamalluk. Les acteurs de terrain, les individus, les citoyens, les voisins, les professeurs, dans telle mesure ils sont réellement imbus et convaincus de cette démarche de diversité culturelle marocaine, c'est un paradigme de l'interculturalité. Et là, je félicite les Canadiens parce qu'ils sont quand même pionniers en la matière. Ils ont un modèle d'immigration très réussi d'intégration avec tous les défis qui se posent aujourd'hui, avec la recrudescence de la violence par-ci, par-là. On suit parfois avec inquiétude ce qui se passe ça et là, mais on peut dire que le Maroc est dans une démarche processuelle. À lui seul, il ne peut pas tout faire. Malheureusement, le voisinage est difficile, pour ne pas dire autre chose, d'accord? Ça nécessite quand même une coopération renforcée avec toutes les parties du voisinage, notamment l'Algérie, le Mali, etc. La bonne volonté, elle est là, mais le grand problème, c'est la question de la réalisation effective de cette ambition. Et merci de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup d'avoir non seulement respecté le temps qui vous était imparti, mais d'en avoir pris un peu moins. Alors, comme quoi l'essentialisme en interculturel
C'est un écueil, n'est-ce pas, puisque notre invité vient du Maroc. Alors, la parole maintenant est au docteur Jama Baïda, qui dispose et qui a décidé d'aller s'adresser à vous debout. Donc, pour ces 10 minutes aussi, alors la parole est à vous. Merci. Très bien, merci. Merci, madame. Je vais commencer par évoquer le préambule de la Constitution dont s'est doté le Maroc au mois de juillet 2011. Dans le tumulte de ce qu'on a appelé à tort le printemps arabe et qui n'a de printemps rien du tout en fait. Je cite, « État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver dans sa plénitude et sa diversité son identité nationale une et indivisible, son unité forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazighes et saharo-hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. » Fin de citation. Ces quelques lignes, qui sont le fruit de larges consultations des forces politiques du pays et de la société civile, constituent incontestablement une rupture avec le récit national marocain d'il y a quelques décennies, surtout au lendemain de l'indépendance, 1956, lorsque, dans le contexte de la guerre froide et du panarabisme nassérien et baathiste, les progressistes d'alors étaient surtout tentés par le parti unique, susceptible à leurs yeux de cimenter l'effort de la nation contre le capitalisme et le néocolonialisme. Même si le Maroc a opté officiellement pour le multipartisme très tôt, sous le règne de Mohamed V, puis de Hassan II, il est difficile de prétendre que la diversité culturelle et linguistique était vraiment à l'honneur, sauf peut-être sous des aspects folkloriques qui faisaient le bonheur des touristes. Mais depuis, et bien heureusement, les choses sont allées dans le bon sens, comme cela est manifeste aujourd'hui dans la loi fondamentale du pays. Dans l'impossibilité de présenter un tableau exhaustif de la diversité au Maroc, j'avais prévu de parler de 3 choses. Primo, la réappropriation de la culture amazigh berbère. Secondo, la réappropriation de la dimension juive de l'identité marocaine. Et tertio, la nouvelle politique d'intégration des migrants. Et comme mes prédécesseurs ont bien traité, ils l'ont fait de façon savante, mais aussi à partir de leur position. Donc, ça m'épargne de traiter du 3e point et ça me donne un peu de temps. Donc, je vais parler d'abord de la réappropriation de la culture amazigh berbère. Pendant le quart de siècle qui a suivi l'indépendance du Maroc, l'identité berbère n'avait quasiment pas de droit de cité et beaucoup de militants l'ont appris à leurs dépens. Mais on a pu enregistrer un tournant dès 1967, c'est-à-dire l'année même de la défaite arabe face à Israël. On a enregistré la naissance d'associations militantes pour la valorisation du patrimoine berbère. La première de ces associations s'appelle l'AMREC, l'Association marocaine pour la recherche et l'échange culturel. La prudence était de vigueur, le mot berbère n'apparaissait même pas dans cette appellation et le travail se confinait surtout dans le milieu estudiantin. Ces précautions allaient s'estomper au fil des années, surtout lors de la dernière décennie du siècle dernier, lorsque, dans le contexte international de la fin de la guerre froide, le défunt roi Hassan II a choisi avec perspicacité
de s'engager dans une politique plus respectueuse de la diversité et des droits de l'homme. Le roi Hassan II est décédé en 1999 et son fils, l'actuel roi Mohammed VI, lui a succédé. Et c'est sous ce nouveau règne que le processus de réappropriation de la culture amazighe allait commencer à donner des résultats tangibles, notamment par la création de l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazighe, en 2001, et par l'insertion de la langue berbère dans le cursus du système de l'éducation nationale en 2003. Le climat créé par l'expérience de l'instance équité et réconciliation 2004-2005 ne pouvait qu'être favorable à la concrétisation de revendications considérées désormais comme faisant partie des droits des citoyens à recouvrer leur patrimoine culturel et linguistique trop longtemps refoulé, voire quelquefois bafoué. Mais des résistances à des niveaux divers allaient retarder l'officialisation et la constitutionnalisation de la langue berbère. Il a fallu attendre, au paradoxe, le printemps arabe pour servir la cause berbère au Maroc. La pression de la rue et le mouvement du 20 février ont ouvert la voie vers une nouvelle constitution adoptée au mois de juillet 2011 et qui consacre désormais l'amazirité comme composante essentielle de l'identité nationale marocaine et la langue amazighe comme une langue officielle en même temps que la langue arabe. L'article 5 de la Constitution stipule que l'amazigh est patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Deuxième point, la réappropriation de la dimension juive de l'identité marocaine. Comme je vais en parler assez, comment dirais-je, plus confortablement au point de vue timing, le lundi à 20h au centre communautaire séfarade, je vais être très bref. Et je voudrais aussi, pour la même occasion, offrir au centre, à Dar el-Maghrib, le dernier numéro d'Hesperis auquel j'ai contribué, et c'est en 2 volumes, et qui est intitulé Jews of Morocco and the Maghreb, History and Historiography. Donc c'est là un effort déjà très divers, où il y a des Marocains, des Français, des Américains, tous pour évoquer cet apport maghrébin des Juifs à l'histoire et au patrimoine. Donc il reste à la disposition de Dar el-Maghrib. C'est Jafar, bien entendu. Il faut bien reconnaître que le patrimoine judéo-marocain a été marginalisé au lendemain de l'indépendance du Maroc dans un contexte où la diversité culturelle et l'histoire plurielle n'étaient pas toujours à l'honneur. C'était au milieu des années 50, lorsque dans le monde arabe, l'idéologie totalitaire avait le vent en poupe et balayait tous les particularismes identitaires. La guerre israélo-arabe de 1948, la révolution nassérienne de 1952, la crise de Suez 1956, les mouvements indépendantistes d'Afrique du Nord et les vagues d'émigration des Juifs du monde arabe vers Israël et d'autres pays avaient contribué à jeter le scepticisme sur le patrimoine juif malgré son ancrage historique dans certains pays comme le Maroc. En conséquence, les nouvelles générations de Marocains musulmans ont quasiment ignoré un pan de leur histoire. Il faut reconnaître que l'éducation nationale n'a pas tellement contribué à corriger cette situation. Il a fallu attendre des décennies avant que l'on assiste, grâce notamment au rôle avant-gardiste de l'université, mais aussi à une volonté royale, qu'on assiste à un regain d'intérêt pour une histoire plurielle dans laquelle le patrimoine juif est en train aujourd'hui de retrouver sa place légitime. La Constitution marocaine de 2011 a fort heureusement consacré la diversité des composantes et affluents de la culture marocaine, dont l'affluent hébraïque. Ainsi,
le patrimoine judéo-marocain. Le patrimoine judéo-marocain qui plonge ses racines dans l'histoire du Maroc depuis plus de 2 millénaires, a fait l'objet de nombreuses actions de réhabilitation et de valorisation. La réappropriation est une opération lente, difficile, mais nécessaire pour se réconcilier avec notre histoire. Ce qui est fait au Maroc en ce moment, Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain, Musée du judaïsme marocain à Casablanca, restauration des synagogues, des cimetières et des anciens quartiers juifs, le dernier, le Mellah de Marrakech par exemple, production de documentaires et d'œuvres cinématographiques, prochaine création d'un centre Haïm Zafrani à Souera. Tout cela est bien encourageant. La presse a rapporté la semaine dernière qu'un millier de juifs vivant à l'étranger, mais qui sont originaires du Maroc, sont venus la semaine dernière au Maroc pour célébrer la Hiloula et faire le pèlerinage au mausolée du rabbin Amram ben Diwan à Ouazzane, un saint mort en 1782. La presse et les réseaux sociaux contribuent aujourd'hui à la réappropriation de la dimension juive de l'identité marocaine. Je vous remercie. Alors merci messieurs, vous avez été des élèves irréprochables. C'en est presque douteux. Alors j'espère que les gens de la maison, c'est-à-dire nos Canadiens et nos Québécois, ne nous feront pas honte devant la visite et qu'ils vont respecter le temps, puisque nous avons, soi-disant, la réputation d'avoir un rapport au temps presque obsessif, compulsif. Alors nous allons commencer par Jack Jedwab. Tu regardes ta montre. Moi, je regarde celle de la femme de M. Jafar. Donc, veux-tu aller au... Alors, je pense que tu as une présentation PowerPoint, Jack? Oui. C'est ça. Attends. Alors, merci de m'avoir invité. Avant de commencer, permettez-moi de prendre cette occasion pour exprimer mon appréciation pour le Maroc, parce que c'est grâce au Maroc que j'ai eu le plus important cadeau de ma vie, qui est mon épouse, qui est avec moi aujourd'hui, qui provient du Maroc. Alors, merci. Et il faut aussi constater qu'après 27 ans de mariage, on a une expression en anglais, on est ce qu'on mange. We are what we eat. Si c'est le cas, pour moi, je suis en large partie marocain. Peut-être autant que vous, en fonction de ce que je mange depuis plus qu'un quart de siècle. Alors, je vais peut-être faire le pèlerinage au Maroc en passant pas. Maintenant, pour retourner au Canada, je commence toutes mes présentations avec des chiffres. Et je ne fais pas exception aujourd'hui. En fait, le tableau que vous voyez ici, ça présente les données pour l'origine ethnique pour le Québec. Ça provient du recensement du Canada. Et on constate qu'il y a à peu près en 2011, il y a à peu près 60 000 personnes qui se disent uniquement ou en termes de déclaration multiple d'origine marocaine. C'est une augmentation importante par rapport à 2006, où il y avait environ 36 700. C'est-à-dire qu'il y a une immigration assez importante qui fait en sorte qu'il y a une augmentation dans le nombre d'effectifs marocains ici au Québec et à l'extérieur du Québec. Même si à l'extérieur du Québec, c'est à peu près 70 000, qui veut dire que la grande majorité des personnes qui sont issues du Maroc ou qui s'identifient, avec le Maroc ethniquement, sont installées au Québec. Ceci dit, c'est un bon, si on veut, segue, c'est-à-dire c'est un bon point de départ pour le reste de ma discussion. Parce que quand j'ai mentionné mon épouse, il faut aussi reconnaître qu'on a 4 enfants. Et ces 4 enfants sont en partie, selon le recensement, ou ont la possibilité, dans le recensement, de s'identifier simplement, uniquement, ça veut dire de manière multiple, comme marocain. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ultimement? Parce que dans le recensement, dans la question sur les origines ethniques, qui se pose comme ça, se pose ensuite, quelles étaient les origines ethniques ou culturelles des ancêtres de cette personne? C'est une question qui a beaucoup évolué depuis les années 70. Dans les années 70, la question qui était posée
a aussi inclus un préambule qui vous a dirigé vers les origines de votre père. C'est-à-dire que c'était paternel en termes de la manière dont on vous encourage de vous identifier ethniquement. Là, c'est pas ça, heureusement. Et la question vous dirige vers, sous la question autre, c'est ça, note précisée, habituellement un ancêtre est plus éloigné que les grands-parents. C'est-à-dire qu'on vous fait une suggestion à l'intérieur de la question qui peut vous diriger vers toutes sortes de réponses, si vous en désirez. Mais dans le cas de mes enfants, ils ont la possibilité de déclarer parmi 4 réponses, parce qu'on peut donner jusqu'à 4 réponses, marocains. Mais ça veut dire quoi au juste? C'est ça la question qu'on se pose, et beaucoup d'anthropologues et sociologues et autres personnes dans ce domaine se demandent qu'est-ce que ça veut dire l'origine ethnique. C'est un concept qui évolue beaucoup, et il n'y a pas de standard international, comme on va constater, en termes de comment on définit l'origine ethnique. C'est-à-dire, dans le cas de mes enfants, et mes petits-enfants aussi, qui peuvent aussi s'identifier comme marocains à travers ces 4 réponses qui sont possibles. Qu'est-ce que ça veut dire être 25% quelque chose, ou 50% quelque chose, c'est pas facile à définir. OK. Là, j'ai corrélé ethnicité et religion. C'est le deuxième et dernier tableau en termes de chiffres. Pour le reste de la discussion, on va parler plutôt de concepts et théories. Mais en termes de chiffres, j'ai fait la corrélation. C'est-à-dire les personnes, les 59 475 personnes qui se disent d'origine ethnique marocaine, en termes de confession, c'est quoi au juste? On voit que la majorité sont musulmans. On voit qu'à peu près 8 000, c'est-à-dire 15% sont d'origine juive. On voit qu'il y a 3 800, autour de 4 000 qui n'ont pas de religion. Moins de 10% qui disent « j'ai pas de religion ». Dans la question sur la religion, contrairement à la question sur l'ethnicité, on ne peut pas faire des déclarations multiples. En fait, on ne peut pas dire qu'on est à la fois juif et catholique. Non, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont à la fois juifs et catholiques, mais on ne peut pas dire musulman et catholique, ni musulman et juif, ni juif et pas de religion, même si je connais des gens qui sont juifs et qui n'ont pas de religion, à la limite, au moins en termes d'expression identitaire, au moins dans la manière dont se traduit leurs réponses dans le recensement, dans la réalité. Et c'est ça qui est le vrai challenge, le vrai défi en termes de comprendre l'identité aujourd'hui. C'est pas juste ce qui provient du recensement, parce que le recensement pose des questions qui nous permettent de nous identifier. C'est l'identification que nous faisons de nous-mêmes. Ce n'est pas l'identité en termes de la manière dont ceci s'exprime et de son importance. C'est-à-dire la manière dont ça influence vos attitudes et vos comportements. Ceci, on ne peut pas dégager des réponses de recensement. Pourtant, on fait beaucoup de présomptions à partir du recensement en termes de la façon, au degré dont les gens s'identifient. Et permettez-moi une parenthèse. Si vous regardez parfois CNN, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, notamment les baby boomers. On voit des baby boomers qui sont intéressés à retrouver leur identité. Alors, ils prennent ces tests ADN. Est-ce que vous avez déjà vu ça, les tests 1, 2, 3 et moi, ou je ne sais pas. Ah, oui. Ils prennent ces tests ADN, ils se retrouvent, ils disent oui, j'ai pensé toujours que j'étais marocain, mais après avoir pris ce test ADN, ça a l'air que j'ai 40% irlandais. Et ils ont des pantalons ou des chemises irlandais, ou ils sont d'une journée à l'autre, là, ils se retrouvent comme irlandais. Je dis ça à la blague, mais il y a des réalités là-dedans. Si on voit ces portraits, mais c'est important parce que ça illustre un phénomène qui est de plus en plus important en termes de l'importance de redécouvrir ses origines et ses racines, qui, dans cette période de notre existence, se trouve de plus en plus important pour certaines personnes. Qui est-ce que nous sommes? D'où on s'en vient? Et ceci, en théorie, devrait nous guider en termes de nos actions, quelque part. Anyway, ça, c'est juste une parenthèse. Définition d'origine ethnique. L'origine ethnique, ça c'est les définitions du recensement, se rapporte aux racines de la personne et ne doit pas être confondue avec la citoyenneté, la nationalité, la langue ou le lieu de naissance, même si, en fait, il y a des importants liens entre toutes ces dimensions d'identité. Et on constate aussi que l'identité est très contextuelle. C'est une autre chose que on voit dans les comportements de jour en jour. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans cette salle, et dans cette salle, je dis parce que je mange beaucoup de bouffe marocaine, ça veut dire que je me sens partie marocain et j'ai quelque chose en commun avec vous aujourd'hui dans la salle. Mais je me retrouve dans une autre salle où des gens parlent une autre langue, par exemple, et si je suis capable de parler cette langue, je vais peut-être contextuellement m'identifier autrement. Alors, ça peut fortement arriver pour vous, pour moi aussi. Vous avez certainement
vous allez certainement, vous avez déjà, vous trouvez dans des situations où vous vous sentez différente en termes de où vous êtes, à un moment donné, et avec qui vous faites d'interaction. C'est quoi le contexte dans lequel vous vous retrouvez. Un sujet aussi très important pour les sociologues et les anthropologues et tous ceux et celles qui font l'étude de l'identité. Parce qu'il y a un élément de l'identité qui n'est pas vraiment étudié de manière significative par nos chercheurs. C'est-à-dire le lien entre les diasporas, si on veut, les pays d'origine, et les personnes dans le pays où ils sont actuellement. C'est-à-dire, à l'époque où mes parents sont venus de la Pologne, ils étaient coupés de leur pays d'origine, complètement coupés de leur pays d'origine. Mais aujourd'hui, on peut migrer au Canada et on peut consommer toute la culture qu'on veut dans le pays d'origine. Il y a des télévisions satellites, l'Internet, toutes sortes de façons de savoir ce qui se passe au Maroc, si on est issu de Maroc, plus rapidement que les gens au Maroc même sont capables d'en savoir à cause de l'Internet. Et c'est un impact important sur l'identité et sur les notions d'intégration qui, j'ai l'impression, parfois échappent les chercheurs parce qu'on fait l'étude de l'identité et de l'intégration par des méthodes assez traditionnelles, par les façons de comprendre l'identité en termes singuliers. En fait, historiquement, on voulait comprendre l'identité en termes singuliers. On est marocain, point. Mais aujourd'hui, les recensements et les autres instruments qui nous permettent de mieux comprendre les questions identitaires, notamment dans les pays d'immigration comme le Canada, nous donnent les résultats, nous donnent ce constat qu'on s'identifie de plus en plus par les identités multiples. On est multiple en termes identitaires. Ce qui pose un défi important pour l'État aussi, parce que l'État, en termes de certaines marqueurs d'identité, désire que nous nous identifions singulièrement. Comme ça, en termes de services, par exemple, pour les communautés linguistiques, on veut savoir combien est-ce qu'il y a d'anglophones au Québec ou combien est-ce qu'il y a de francophones à l'extérieur du Québec. Fini? Presque fini. Je vous demanderai d'arrondir. OK. Identité multiple, pourquoi les gens se mettent... OK, alors je vais arrondir avec deux derniers points. Et ça va partir un peu de ce que j'ai discuté auparavant. Ça, c'est en anglais, je vais faire la traduction. Ça, c'était des résultats de récentes enquêtes qu'on a fait ici au Canada, de mon organisme. I don't understand, je ne comprends pas pourquoi les gens de différentes origines ethniques, raciales, religions, maintiennent leur culture. Alors, on constate que la plupart des gens, 53%, disent non, ils comprennent, c'est-à-dire pourquoi les gens maintiennent leur culture et traditions. Et qui comprend le mieux pourquoi on maintient nos cultures et nos traditions? Les répondants musulmans et juifs dans l'enquête. C'est intéressant. C'est-à-dire les minorités comprennent mieux que les majorités, populations majoritaires, pourquoi il y a le maintien des traditions et cultures. Paradoxalement, dans les enquêtes que j'ai faites récemment, quand je pose la question, est-ce que les minorités, est-ce que les immigrants devraient maintenir leurs traditions et coutumes ou les perdre et adopter la culture de la majorité, les Canadiens sont très divisés, malgré les politiques interculturelles, multiculturelles, on est très divisés. Pourtant, quand je demande aux gens, est-ce que eux, ils pensent que c'est important pour leurs enfants de maintenir leurs traditions et leurs coutumes, 80% des gens disent oui. C'est important pour eux de transmettre leur culture et traditions, mais les nouveaux arrivants, non, ils devraient s'adapter aux autres. Il y a ce paradoxe. Et dernier élément de ma présentation, je veux apprendre plus sur les religions et les cultures autres que le mienne. Et là, 47% disent qu'ils veulent apprendre plus versus 37%, un très bon résultat qui reflète notre interculturelle, multiculturelle réalité. Les groupes qui désirent le plus apprendre sur d'autres religions, des religions autres que les leurs, c'est les juifs et les musulmans que je trouvais intéressants. Alors, je vous laisse là-dessus, et il y a une période de questions. Je m'excuse, j'ai dépassé les 10 minutes, mais il fallait que je mentionne mon affinité avec le Maroc. C'est important. Ceci a pris quand même un bon 2 minutes. Il fallait que tu nous prennes par les sentiments pour nous faire avaler toutes ces statistiques et toute cette rationalité-là, donc c'est parfait. Bien, merci beaucoup, Jack. Alors, je vais passer la parole à mon collègue Bob White. Bob, veux-tu aller au micro? Tu veux rester loin de moi parce que je sais que tu es délinquant. Vraiment. Pardon? Je suis vraiment délinquant. Tu es vraiment délinquant? Oui. On va t'initier à une pratique très marocaine.
se faire pincer quand on n'est pas c'est correct. Tu vas faire ton initiation aujourd'hui, un passage obligé. Mais il faut que tu sois très proche de moi pour ça, parce que seule une femme est autorisée à poser un tel geste. Ah, OK. Je pensais que mes d'accord. producteurs allaient me pincer. Mais il peut me pincer. Lui, il peut, par délégation, oui. Alors vas-y. OK, mais ça fait partie de mon temps, ça, ou... Okay. Je vais essayer de contrôler le temps. Merci beaucoup à Jack Jedwab pour sa présentation sur la complexité de l'identité. Je suis anthropologue de formation, donc c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Et c'est peut-être parce qu'il parle de la nourriture et puis de ce qui fait qu'il a un côté marocain. On pense un peu tous à cette question-là parce qu'il commence à faire déjà tard et c'est l'heure du midi. Mais j'essaie de me situer moi-même comme en tant qu'être ethnique. Et la seule image qui me vient à la tête, en fait, c'est la décoration dans la salle. Je suis très surpris, agréablement surpris, en fait, de voir si vous voyez autour de vous les décorations de style marocain. Mais si on regarde de plus proche, on voit qu'en fait, il y a les deux symboles qui représentent les nations fondatrices du Canada, donc la fleur de lys pour le Québec et la feuille d'érable. Et donc, de voir ces deux images-là, ça devrait me rendre heureux parce que je suis citoyen canadien. Mais puisque je suis anglophone et je travaille en français, hein, ça va? Je suis toujours ramené au fait que les personnes avec qui je travaille pensent que je suis Canadien anglophone, que je suis anglophone de Montréal. Mais à vrai dire, je suis d'origine américaine. Et donc moi, je suis un immigrant aussi au Canada. Et cette image du fleur de lys et de la feuille d'érable me rappelle une question très importante qui ressort un peu dans vos plusieurs présentations, que les personnes et les familles qui ont des projets de migration, ils s'installent, ils migrent et ils s'installent toujours à quelque part. Et ils arrivent dans un contexte qui est déjà à quelque part balisé. Donc, beaucoup dans le sens de votre présentation. Quand on arrive au Canada, on arrive au Québec. Et quand on arrive au Québec, on arrive en général à Montréal. Alors, les gens qui arrivent de l'extérieur ont un travail à faire pour comprendre c'est quoi ce combat historique, cette tension historique entre les anglophones et les francophones au Québec. On ne peut pas en faire l'économie de cette histoire-là. Ça fait partie du contexte historique local, social. Et je suis très content de voir ces deux feuilles, ces images des deux feuilles ici au Centre culturel. Alors, j'avais 4 points que je voulais aborder. Je vais essayer d'aller de manière plus bref possible. Et le 4e va me ramener un peu à ce rapport justement à la ville. Et donc, je vais dire quelques mots qui s'adressent à nos collègues au Conseil interculturel de Montréal qui nous invitent. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Premièrement, et on l'oublie assez souvent, c'est que l'immigration, c'est bien sûr un projet individuel et un projet familial, mais c'est aussi un projet de société. Surtout dans des pays qui sont des pays d'immigration depuis longtemps, comme le Canada, nous avons tendance à oublier que le Canada comme pays, le Québec comme province, ont besoin d'immigrants, ont besoin d'immigration. Et c'est pour ça que nous avons des politiques migratoires, nous avons des politiques d'intégration. Le multiculturalisme n'est pas juste une idée, c'est une série de lois et de programmes. Et nous avons ces programmes-là parce que nous avons un problème au Canada. Nous avons un problème démographique et nous avons un problème économique. Le problème démographique, c'est que la population locale n'est pas en mesure de se reproduire pour s'assurer sa survie. Et deuxième, le problème économique, c'est que pour que l'économie soit forte et reste forte, nous avons besoin des gens qui sont, excusez-moi le terme, hein, qui vont accepter de travailler pour moins d'argent. Donc une main-d'œuvre abordable, cheap labor, c'est le terme qu'on utilise en anglais. C'est ça. Et donc, si c'est le cas que l'immigration n'est pas uniquement un projet individuel ou personnel, et si c'est vrai que c'est un projet étatique, un projet de société, mais dans ce cas-là, l'État a des responsabilités.
Et on ne peut pas, comme on fait souvent, continuer à reproduire cette idée comme quoi le problème avec la diversité, c'est les immigrants. Le problème, c'est les immigrants. C'est eux qui posent des problèmes parce qu'ils ne veulent pas intégrer. Okay? On entend ça tout le temps. Mais c'est pas, cette situation n'est pas le problème des immigrants. C'est une situation qui fait en sorte que il y a un besoin sociétal pour que les gens arrivent d'ailleurs. Les gens arrivent et ils ont des difficultés d'intégration. Alors, c'est un problème collectif. C'est un problème qui appartient à tout le monde. Mon deuxième point, c'est que la nature de la diversité a beaucoup changé. Depuis nos présentations ce matin le soulignent. Il y a personne qui est contre la diversité. En fait, je dis ça entre guillemets parce qu'il y a des gens qui sont contre la diversité. Et ils se permettent de plus en plus, même dans des sociétés pluralistes, ils se permettent de plus en plus d'exprimer ce rejet de la diversité sur la place publique. Et c'est inquiétant, et ça devrait nous inquiéter. Mais si on parle à nos élus, ou si on écoute parler les discours publics, même chez les universitaires, il n'y a personne qui va dire qu'ils sont contre la diversité. La diversité, c'est non seulement un phénomène de société, c'est comme une valeur. C'est quelque chose qui est vu positivement. Mais le problème, c'est que la diversité a changé. Et donc, la diversité, par exemple, au Canada, les statistiques de mon collègue le démontrent clairement, ce n'est pas uniquement qu'il y a plus de diversité, parce que démographiquement, il y a un plus grand nombre de personnes qui sont nées à l'étranger, mais il y a un plus grand nombre de pays d'origine, un plus grand nombre de langues parlées, un plus grand nombre de statuts socio-économiques et un plus grand nombre de foi spirituelles, donc de religions. Alors, et non seulement ça, mais cette qu'on appelle entre les chercheurs la diversification de la diversité, bon, ces nouvelles formes de diversité posent problème localement. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent d'ailleurs viennent de plus en plus loin. Il y a donc ce qu'on appelle de plus en plus une distance culturelle, un écart culturel entre les gens qui sont là et les gens qui arrivent d'ailleurs. Parce que historiquement, le Canada, Montréal par exemple, a un siècle et plus d'immigration, mais les immigrants historiquement venaient de l'Europe de l'Ouest. Majoritairement. Maintenant, il y a des nouvelles religions, il y a de nouvelles façons de voir le monde. Et donc, même si on pense que la diversité, c'est une bonne chose, c'est assez complexe parce que la diversité, elle est maintenant diversifiée, comme elle n'était pas avant. En même temps, on constate que avec ces nouvelles formes de diversité, il y a aussi beaucoup de craintes par rapport à la possibilité que les différentes communautés vivent de plus en plus dans des vies ségrégées. Donc, il y a un très beau livre qui s'appelle La cohésion sociale, qui parle un peu de ce phénomène des vies parallèles. Qu'il y a, oui, plus de diversité, mais il y a des études récemment qui ont montré que plus que la ville est grande, plus qu'il y a ségrégation. Et là, on parle des villes nord-américaines qui sont supposément les villes les plus diversifiées au monde, mais ça devrait nous inquiéter de savoir qu'il y a un processus de reségrégation dans des villes comme New York, Los Angeles, Toronto, Montréal. Ça devrait nous inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de vie parallèle? C'est pas facile de le dire, mais d'abord, il faut se poser la question, est-ce que nous avons les conditions sociales et économiques pour vivre ensemble? Parce qu'il y a toute une série de nouvelles situations de contact inédites qui n'existaient pas dans les espaces urbains depuis longtemps. Mais est-ce que nous avons les conditions pour pouvoir assurer ce vivre ensemble? Est-ce que nous avons les conditions nécessaires pour aller vers l'objectif partagé de la cohésion sociale? Et donc, ça, c'est mon troisième point. C'est que je voulais vous parler un peu de ce qui pourrait ressembler le vivre ensemble, concrètement. Le terme vivre ensemble devient très, très vite un terme langue de bois, un terme galvaudé. C'est un mot qui fait plaisir à tout le monde, mais vraiment, on se pose des immenses questions par rapport à ce que c'est le vivre ensemble. Les linguistes nous disent qu'en fait, dans la langue française, le mot vivre ensemble a existé comme phrase verbale, donc que faire pour vivre ensemble, mais depuis un certain nombre d'années,
le mot lui-même devient un substantif. Donc, le vivre ensemble avec trait d'union. Alors, il y a quelque chose qui se passe avec ce terme-là. On l'aime. Ça nous permet d'éviter un peu nos vieux débats entre multiculturalistes et interculturalistes. Mon collègue Jack et moi, on est assis chacun d'un côté de la division parce que c'est un vieux débat entre justement la feuille d'érable et le fleur de lys. Mais c'est un débat qui a toujours sens. Mais comment faire pour vivre ensemble? Et les Canadiens et les Québécois ont trouvé des façons. Et maintenant, avec la super diversité, il faut trouver des nouvelles façons parce qu'on n'a pas les mêmes conditions qu'à l'époque. Alors, dans notre petite équipe de recherche, on a commencé à travailler sur l'idée de ce que nous appelons la cohabitation citoyenne. Qu'est-ce que c'est la cohabitation citoyenne? On s'inspire un peu de quelques recherches qui se sont faites justement avec nos collègues en Espagne, qui travaillent dans les espaces interactifs des espaces urbains et ils regardent ce qui se passe entre les différents citoyens. Et ils se disent, il y a comme trois grands niveaux de situations de cohabitation. Il y a premièrement des situations antagonistes où il y a vraiment des problèmes et des frictions entre les groupes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Il y a deuxièmement des contextes où il y a un certain niveau de coexistence, où il n'y a pas nécessairement de conflit ou antagonisme, mais il n'y a pas non plus interaction. Donc les gens vivent un peu chacun sur le même territoire, mais ils vivent séparément. Et troisième, il y a ce qu'ils appellent en espagnol la convivencia. Donc c'est très proche du vivre ensemble comme concept. C'est pas juste la convivialité, c'est plus que ça. C'est cette idée que nous vivons ensemble et ça peut être dans la tension et dans le conflit, mais nous vivons avec l'idée qu'il y a quelque chose qui nous réunit, qui va plus loin de nos origines ethniques, religieuses, linguistiques. Alors, comment faire pour étudier ou pour encadrer cette cohabitation citoyenne? Nos premières recherches nous ont mis sur les possibilités de voir une approche complémentariste entre deux grandes écoles de pensée. Et je vais juste les nommer vite. C'est les approches citoyennes et les approches interculturelles. Ces deux courants de recherche, c'est aussi des courants d'action citoyenne et de la société civile. Mais les deux approches abordent les questions de façon différente. Les approches citoyennes qui me semble être très bien représenté dans les politiques migratoires que vous avez présentées, c'est de mettre l'accent sur l'importance des droits et la participation à la vie sociale. Et les approches interculturelles permettent de comprendre que nous n'avons pas tous la même perception de ce que c'est être citoyen. Donc, l'idée, c'est assez simple, c'est que si on fait uniquement l'approche citoyenne, c'est-à-dire on défend les droits, c'est bien. Mais si on défend uniquement les droits, on va oublier que les gens n'ont pas tous la même notion de ce que c'est les droits. Et donc, il faut, en plus de l'approche citoyenne, mettre sur pied une approche interculturelle. C'est une expertise, une spécialité qui existe au Québec depuis un demi-siècle. Et en combinant ces deux approches-là avec un regard complémentariste, on est capable de faire des choses très intéressantes et je pense que ça explique en partie pourquoi c'est fort au Québec. Donc là, il me reste uniquement 15 minutes, c'est ça? Et les White, vous êtes convoqués au parloir. Mais il n'y a personne qui m'a pincé, c'est pour ça que 3 minutes, ça va? Pardon? 2 minutes? 2 minutes. Parfait, ok, parfait. Il faut laisser de la place pour les échanges après. Justement, j'arrive à la fin. Retiens tes élans. Merci. Pour l'échange de tout à l'heure. Je voulais dire que même si on est tous ouverts à la diversité, on est tous d'accord que la diversité c'est important, nous partons de ce constat que c'est pas suffisant d'être ouvert à l'autre. L'ouverture à la différence, c'est important, mais ça suffit pas. OK? Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est aller envers des conditions qui permettent aux gens d'imaginer des nouvelles formes d'appartenance. Alors, c'est quoi cette nouvelle forme d'appartenance? Quelle forme que ça pourrait prendre? Nous sommes, dans les recherches que nous faisons aussi avec nos partenaires de recherche, dont le CIM et d'autres organismes de la société civile, nous sommes convaincus que c'est plus facile d'appartenir à une ville que d'appartenir à un pays. On sait que c'est difficile d'avoir un passeport, devenir citoyen, mais d'un jour au lendemain, je peux devenir Montréalais et je peux
aimer cette ville et faire partir de cette ville, et je peux créer des liens avec d'autres Montréalais à travers cette identité-là de ce qu'on appelle la citoyenneté urbaine. Alors, ça correspond avec un très grand virage dans le monde des politiques publiques qui est parallèle avec un virage dans le monde de la recherche. Et c'est ce virage suivant qui est celui qui constate l'échelle municipale comme une échelle opérationnelle et comme une échelle où la gouvernance se fait vraiment dans la proximité. Donc, les villes sont mieux placées pour s'occuper des questions d'intégration que les pays, parce qu'ils sont proches, ils connaissent les arrondissements, ils connaissent les acteurs. Et effectivement, Montréal a compris ça depuis longtemps. Il y a notre maire qui s'est battu depuis quelques années pour que Montréal ait un statut de métropole. Pour ceux qui sont ici, vous avez entendu parler. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis sur pied. Malheureusement, notre maire oublie souvent que Montréal a un statut de ville interculturelle, un statut qui permet cette ville de participer au réseau international du Conseil de l'Europe, qui s'appelle le programme de cité interculturelle. Notre administration municipale n'en parle presque jamais, même si Montréal, dans l'index des villes interculturelles... Bob, je vais vraiment vous demander... Et là, je termine. Je veux juste dire un dernier mot à nos collègues au CIM, parce qu'ils travaillent beaucoup sur cette démarche-là, pour s'assurer que Montréal respecte le statut de son statut de ville interculturelle. Et je suis très content qu'ils sont là, parce qu'ils font non seulement la recherche, mais ils font aussi la promotion du vivre ensemble de façon quotidienne. J'arrête là. Merci. Et donc, il faut nous chicaner parce qu'on a parlé plus longtemps que nos invités. Oui, c'est ça. Vous nous avez vraiment fait honte. Non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu nous as fait honte, Bob. Jacques a été parfait et je suis certaine que Mohamed Barhoun va être plus que parfait. J'ai essayé d'être... je suis la même chose que Jacques et dépasser les 10 minutes. Oui, c'est parfait, merci. C'est parfait. Merci Rachida. C'est parmi les facteurs de réussite d'un colloque ou quoi, c'est le jumelage entre les chercheurs et les gens de terrain. Et je salue vraiment les partenaires de nous avoir invités, c'est toujours un plaisir. L'association Racine, dont j'ai le plaisir de présider, est composée de plusieurs professionnels. En fait, tous ce sont des professionnels issus de différents milieux, des juristes, des intervenants, des travailleurs sociaux. Ils sont la raison d'être en fait de Racine, c'est pour il y a plusieurs raisons, dont peut-être combler un vide qui était en fait la relation d'aide pour les personnes, les Marocains ici en difficulté. Ça passait soit dans les mosquées, soit entre les personnes, ça se limite seulement en relation d'aide, mais il n'y avait pas des interlocuteurs auprès des professionnels de la santé et services sociaux au Québec. Alors, contrairement à nos amis d'origine haïtienne, lorsqu'il y a la communauté il y a eu des difficultés, surtout les jeunes, la Maison d'Haïti et le Centre haïtien d'action familiale, ils ont pris l'initiative et puis ils ont joué un rôle de leader pour parler auprès des interlocuteurs de santé et services sociaux. Alors, je vais essayer vraiment d'aller vite pour respecter mes 10 minutes. Alors, c'est ça, comme je dis, d'autres raisons d'être, en fait, c'est la raison d'être principale, c'est les différents acteurs professionnels de Racine, chacun dans son milieu, que ce soit les avocats, les médiateurs, les intervenants, les travailleurs sociaux. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de se voir dans les coulisses, on réalise que la communauté marocaine, il vit des difficultés. Je dis le mot la communauté marocaine, mais ça peut être très bien aussi la communauté maghrébine, parce que c'est la même chose, on vit les mêmes difficultés. On parle dans les coulisses, on dit qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de choses qu'on commence à réaliser ici. On peut se limiter, par exemple, le taux de divorce qui
qui est très élevé, très élevé. C'est un mariage sur 3 et finit dans les 5 premières années par un divorce. Les enfants placés, les enfants en difficulté dans les centres jeunesse, que ce soit surtout dans la grande région de Montréal. Bien sûr, l'emploi, c'est pas quelque chose qui est caché. On a trois fois le taux de chômage par rapport à le moyen québécois. Alors c'est ça, en fait, c'est ça qui a emmené à dire pourquoi pas on crée une association et puis d'abord faire l'adaptation des pratiques, ça veut dire comprendre mieux ce que la communauté vit, mais aussi en même temps on peut fonctionner avec une manière scientifique selon les normes du Québec. Alors pour comprendre les défis que la communauté marocaine vit ici, il y a mon collègue Stéphane, il a créé ce schéma. C'est les axes de tension que la communauté, vous allez voir sûrement, ce ne sont pas des choses qu'on ne connaît pas. La perte de statut, socio-économique, c'est les familles qui s'installent ici, c'est le mode de survie, le représentant principal de l'autorité qui est le père, souvent ils perdent cette autorité. Le travail, l'emploi, on va revenir aussi. Les études souvent, ils ne sont pas toujours reconnus, surtout certains ordres professionnels, que ce soit l'ingénierie ou la santé. La langue, la même chose, malgré que le Maroc, c'est un pays francophone, alors les gens, ils n'ont pas plus de problématiques de s'intégrer. Mais ça crée un autre problème, la langue, en fait. C'est un côté positif, mais dans un autre sens, c'est que les gens, ils ne sentent pas le besoin d'être unis. Je parle français, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je vis où je veux. C'est dans un contexte global, il a plus un côté négatif. Bien sûr, l'expérience culturelle, l'éducation et le rôle de pourvoyeur toujours pour le père, la famille, le dette dans le pays d'origine, hein, ça on ne l'oublie pas. Les valeurs, bien sûr, l'égalité homme-femme au Québec, l'absence de la famille élargie et l'adaptation des enfants dans la société d'accueil. Malheureusement, les enfants, on s'entend que les enfants ils s'adaptent plus facilement que les parents et ça peut créer des problèmes à l'intérieur de la famille concernant les valeurs d'ici et les valeurs de pays d'origine. Si on emmène ces axes de tension dans un cadre plus selon l'importance, on peut les regrouper en trois groupes. Le premier groupe, c'est le plus important, hein, c'est les caractéristiques individuelles. Et là-dedans, on peut voir les valeurs et les croyances, les sentiments des compétences, mais surtout, et ce sont les qui sont en bleu foncé, c'est les traits de personnalité. Je crois vivement que les traits de personnalité, c'est un facteur déterminant pour le reste, parce que c'est là où ça joue. C'est comment est-ce qu'on a confiance en soi, est-ce qu'on se voit comme... Déjà, d'ailleurs, une question, on parle de le mot toujours qui suscite est-ce qu'on se sent immigrant ou non? C'est là ça joue ici. On peut très bien se sentir citoyen à part entière dès le départ, dès la première semaine. On peut se sentir immigrant pendant 20 ans. Et ça joue sur la personne, comment il est prête à s'intégrer à la société d'accueil. La deuxième partie, qui est un élément aussi important, il est en milieu, c'est l'environnement familial. Il y a la famille élargie, parce qu'on s'entend que la famille élargie, même s'ils ne sont pas ici, ils ont un rôle beaucoup à jouer. Hein. Des fois, le téléphone qui vient par exemple au Maroc, il peut très bien donner des recommandations comment la personne vit ici, dans sa relation peut-être avec la conjointe. Le soutien de la communauté aussi, c'est très important. Est-ce que c'est une communauté qui est solide ou non? Le soutien familial, surtout à l'arrivée d'un enfant, et c'est l'état de santé de l'enfant aussi, et le réseau professionnel, dont je vais quand même ouvrir une parenthèse. Le réseau professionnel, il est très important d'ailleurs. C'est un élément très important dans la recherche d'emploi, et ce qu'on essaie à Racine de valoriser que le réseautage professionnel est un facteur très important
pour créer, pour aller chercher de l'emploi et non pas de façon systématique aller faire chercher dans le site web de recherche d'emploi. Le troisième élément, c'est l'environnement social. Bien sûr, il y a la langue et il y a la loi. La loi, c'est un élément qui est très important. On le sait, il y a plusieurs professionnels ici qui savent très bien que la méconnaissance, l'ignorance des droits et des obligations, ils ont un rôle déterminant, malheureusement, qui emmène des fois à certaines familles de tomber dans des problématiques. Si je me limite aux enfants qui sont placés dans les centres jeunesse, souvent c'est lié à la méconnaissance dans les droits et les lois, par exemple, les lois de la protection de la jeunesse. C'est pas parce que les parents ils veulent faire du mal, mais malheureusement ils connaissent pas les lois du Québec et du Canada. Bien sûr, la politique, je dis dans le sens large, la politique, et je me limite à la politique, par exemple, d'immigration. Vous comprenez que la grande région de Montréal, elle constitue 80%, peut-être plus pour la communauté marocaine. Alors, entre Montréal et Laval, la rive sud, je dirais que même l'immigration marocaine, c'est une immigration montréalaise que d'autres choses. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas encore une adaptation au niveau politique pour accompagner cette communauté, comme d'autres aussi. Et là-dedans, par exemple, je me limite, malheureusement, nos collègues de Midi, ils ne sont pas ici. Mais par exemple, la régionalisation, que je trouve que ça peut être une très bonne porte pour favoriser l'intégration. Là, il y a une concentration des Marocains des pays du Maghreb dans la grande région de Montréal. Mais s'il y avait une politique bien faite de régionalisation, il y a des fortes chances que les gens ils peuvent s'épanouir dans d'autres coins du Québec que Montréal. Bien sûr, il y a les médias. Hein. Il y a une rencontre, je pense, cette semaine qui va parler aussi les médias. Si la personne ne se voit pas dans les médias du Québec, du Canada, on a parlé avec Mme Vadius la semaine prochaine dans les médias, malheureusement, il risque d'être lié aux médias et ce qui se passe dans son pays d'origine. Et puis, ça, il y a un facteur de risque pour l'intégration ici. Et bien sûr, il y a les valeurs. Je les mets encore un autre point en bleu, c'est l'emploi. On s'entend très bien que l'emploi, c'est l'élément le plus important dans l'intégration. Dans l'intégration parce qu'il est lié, pas à l'intégration dans la société, mais aussi dans la dynamique familiale. L'emploi, souvent, il y a la perte de statut économique. On s'entend, les rôles dans le couple ils changent aussi. Souvent les pères, les hommes, ils viennent avec un niveau d'études, un niveau de scolarité, peut-être un emploi plus grand que la conjointe. Ici, ce que les données nous disent, c'est que les femmes, elles s'intègrent plus facilement, peut-être parce qu'elles s'adaptent plus vite et elles acceptent un emploi ils sont moins rigides, je dirais. Et puis là, les rôles changent à l'intérieur de la famille. Ça peut créer des tensions à l'intérieur de la famille, des fois même de la violence, si c'est pas physique, de la violence psychologique et économique. Et bien sûr, là-dedans, il y a de l'impact sur les enfants. Là aussi, on s'entend que les enfants, c'est pas nécessairement qu'ils vivent de la violence, mais qu'ils subissent la violence, mais c'est le fait qu'ils vivent la violence. Là, bien sûr, l'État peut intervenir. Je suis toujours correct, Rachida? Non, je vais te demander d'aller rapidement aux pistes d'intervention, s'il te plaît, puis vraiment de circonscrire, quitte à apporter des précisions pendant la période de questions. En fait, c'est ça, je vais juste peut-être me limiter à l'approche de notre équipe d'intervention. C'est une approche qui est plus basée sur la sensibilisation, conscientisation et surtout de la prévention. C'est ça l'approche systémique, dans le sens que prendre tous les composants, et c'est ça qui fait ce qu'on souhaite, de faire la valeur ajoutée pour mieux comprendre les besoins des usagers, des personnes qui viennent nous solliciter, et de jouer un rôle d'interlocuteur auprès de nos partenaires, que ce soit les centres jeunesse, que ce soit les CLC,
peut-être on respecte leur façon de travailler, mais c'est de faire ce pont entre le besoin des Marocains en difficulté et le cadre d'intervention des institutions. Et puis, en fait, je veux juste profiter pour saluer, il y a déjà 3 personnes de mon équipe ici à Racine. Je salue vraiment l'énorme travail qu'ils font et puis je suis très fier qu'on est ensemble. Merci. Merci beaucoup, M. Bahel.